Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Mes meilleurs voeux pour 2021, même si je crains que 2021 soit du même tonneau que 2020, comme nous pouvons nous en douter. Alors, au programme ce soir, donc Émergence, le livre et toute l'activité et toute l'action qui va autour d'une perspective de la 6ème République. Un regard sur les semaines écoulées, pendant lesquelles il s'est passé quand même pas mal de choses. Et donc nous allons, plutôt que de parler du transhumanisme comme la dernière fois, j'ai choisi de plutôt passer en revue un certain nombre d'événements qui se sont passés. Il y en a quand même beaucoup, c'est ce que nous allons voir. Et puis nous finirons, comme à l'accoutumée, par un hommage à des victimes des barbaries, puisqu'il y en a eu également. Mais avant d'aller plus loin, je dirais, nous allons également, comme à l'accoutumée, bonsoir, comme à l'accoutumée, citer une maxime de Gaston Courtois, et en l'occurrence ce soir, de Charles Péguy. Rien n'est meurtrier comme la faiblesse et la lâcheté. Et rien n'est humain comme la fermeté. Les régimes de lâcheté sont ceux qui coûtent le plus au monde. Et, en définitive, ce sont ceux qui peuvent finir et qui finissent réellement dans l'atrocité. Je n'aime pas un bonhomme qui est au pouvoir. Dieu veuille que nos maîtres soient fermes. C'est tout ce que nous leur demandons. Rien n'est dangereux que celui qui est dessous, comme la bonhomie de celui qui est dessus. Ça, c'est vraiment une pensée très intéressante de Charles Péguy, dont on peut mesurer justement les conséquences, notamment à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale, avec tous ces gens qui manquaient de fermeté, qui étaient dans le pacifisme, et on peut les comprendre vu les atrocités de la Première Guerre mondiale. Mais Simone Veil, la première, que je cite souvent, était pacifiste, mais après elle a cessé d'être pacifiste, elle est rentrée dans la résistance, comme beaucoup d'autres, et la France a été occupée pendant de nombreuses années, et a subi le joug du nazisme allemand. Voilà la résultante de ne pas être ferme, de la faiblesse et de la lâcheté. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons largement de quoi nous inspirer de cette maxime. Elle est vraiment tout à fait appropriée, et ce n'est pas avec de la faiblesse, de la lâcheté surtout, qui est une des faiblesses, que nous pourrons nous en sortir. Voilà. Alors, émergence, changer le système, voilà l'objectif d'une perspective de la 6ème République. Et oui, agir efficacement est possible. Ça, c'est vraiment important, c'est un message vraiment important que je souhaiterais faire passer, c'est il est possible d'agir. La situation est délicate, la situation on est déjà en partie dans la barbarie, mais on y va de plus en plus, mais la situation n'est pas désespérée. On peut encore agir, on peut encore intervenir. Et à toutes les échelles, chaque citoyen peut intervenir. Et nous allons l'illustrer par exemple avec cette courbe. Ça, c'est la courbe des gens qui suivent une perspective de la 6ème République. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe en bleu? Ça, c'était les prévisions que j'avais faites l'année dernière, vous voyez, de progression pour cette première année d'une perspective de la 6ème République.
eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la réalité, en fait, on a été un bon moment en dessous effectivement de l'engagement des gens qui étaient prêts à suivre et à écouter et à s'inspirer d'une perspective de la 6e République. Et puis là, on voit qu'au mois de novembre, eh bien, il s'est passé quelque chose. Là, l'inflexion s'est produite. Et là, on a dépassé les prévisions. On a dépassé la courbe pointillée bleue. Et là, voilà, on est là. Là, on voit à peine la période de fin d'année. Et là, nous sommes repartis vers une courbe qui est, je ne veux pas dire verticale, mais qui est tout à fait engageante. Donc oui, c'est possible, parce qu'il suffit d'être nombreux, de se réunir. Effectivement, le peuple français n'a pas d'autre choix que de se réunir et de se rassembler. On n'a pas d'autre possibilité. Hein. On n'est pas des oligarques et on n'a pas de milliardaires qui nous suivent. Donc oui, agir est possible et efficace. Et pourquoi un pesticère? Et un pesticère va réussir, doit réussir et va réussir. Parce que c'est la seule initiative, il n'y a pas 36 raisons, il y en a une. C'est la seule initiative qui est à la fois réaliste et pragmatique, qui va souvent avec, ensemble, hein, le réalisme et le pragmatisme. Mais en même temps, c'est la perspective qui est à la hauteur de l'enjeu de civilisation. C'est-à-dire qu'on n'adresse pas simplement le domaine politique, on parle souvent du domaine politique, mais on adresse tous les domaines et on appelle justement à de nouvelles lumières, à tous les intellectuels, à tous les acteurs, les journalistes, tous les penseurs, tous citoyens, justement à s'engager dans toutes les dimensions qu'offre une perspective de la 6e République. Nous sommes à la hauteur des problèmes. Quand on a un problème de civilisation, il faut des réponses de niveau civilisation. Donc, y compris dans des domaines comme le domaine spirituel, le domaine sentimental et le domaine idéologique, bien sûr. La simple politique, la simple gestion du quotidien ne suffit pas. On le voit bien, on le mesure tous les jours. Et nous allons en parler, bien sûr, durant cette émission. Donc, ça, pour information, voilà le type d'information, là, c'est cette courbe, que vous avez lorsque vous vous inscrivez sur le site Une perspective de la 6e République, unpc-org. Ben, je vous invite à vous y inscrire et puis à participer après à nos ateliers quotidiens. On travaille quotidiennement. Après, on n'est pas obligé d'assister. Hein. Tout le monde travaille et peut apporter sa pierre à l'édifice au niveau qu'il peut. Et donc, nous allons le voir, notamment avec ce que nous avons mis en place là, à partir de la fin de l'année, sur l'idée de nos inscrits. La mise en place de mini-cartes. Donc, vous voyez, c'est des cartes qui sont au format comme ça. Et donc, voilà, ça, c'est une mini-carte, comme une carte de visite, si vous voulez. Mais, donc, ça, vous pouvez les diffuser autour de vous. Vous pouvez les commander. C'est extrêmement peu cher. Hein. De toute façon, c'est prix coûtant. Moi, je les commande et je vous les envoie prix coûtant. Donc là, pour 100 cartes, je crois qu'on est dans les 6 € et quelque chose. Donc, vous avez toutes les informations par rapport aux mini-cartes ici, en haut, sur vous avez l'URL, l'adresse internet sur le site pour avoir tous les tarifs. Mais voilà, pour 100 cartes, je crois que c'est 6 € et quelques. Voilà. C'est frais de port inclus. Hein. Donc ça, c'est très facile. Vous voulez participer, vous voulez agir, mais c'est déjà ça, c'est déjà énorme, parce que dessus, il n'y a pas grand-chose. Vous êtes dans le domaine des réels, on sort du domaine de l'Internet, on sort du domaine du virtuel, de Facebook et de tout ça, et c'est facile à distribuer. Vous en donnez aux gens autour de vous, ou vous les laissez dans des salles d'attente, etc., etc. Et ça, c'est des choses très simples à faire. Tout le monde peut agir, mais il faut le vouloir, évidemment, et il faut s'engager, évidemment, un minimum. Sinon, rien ne sera possible et on ira vers la barbarie. Et vos enfants, vos petits-enfants, vous allez en souffrir. Plus on tarde, moins c'est efficace. Donc, plus rapidement une perspective de la 6e République croît, eh bien, plus rapidement nous sortirons de cette trajectoire délétère. Donc ça, c'est une première action. La seconde action, vous la connaissez déjà pour ceux qui suivent une perspective de la 6e République, ce sont les manifestes émergence, qui sont des manifestes courts, simples à lire. Donc il y a émergence et émergence idéologique, qui est plus destiné justement aux intellectuels. C'est les livres à lire qui expliquent justement en quoi nous pouvons réussir. Et c'est ce qui fait toute la différence avec toutes les autres initiatives et les autres partis politiques. En quoi nous pouvons réussir et nous pouvons réellement changer le système.
et dans un langage très simple, donc pareil, hein, vous pouvez le commander et le diffuser autour de vous. C'est disponible en version électronique, pareil, à l'adresse internet qui est là-haut. Et il est également, on peut également le commander, la version papier, bien sûr. Alors, regard sur ces 3 semaines, donc passées depuis la dernière émission, après cette trêve des confiseurs. Bon. On va faire un point assez important sur le Covid-19, puisqu'il est toujours d'actualité, il est là pour durer. Je l'ai déjà annoncé, mais nous allons encore l'illustrer tout de suite. Donc ça, c'est la courbe des cas en France. Donc, ouais, on ne voit même plus la courbe du mois de mars, avril dernier. Elle est quasiment, la vague, elle est quasiment inexistante. On la voit même plus. Alors que avant, on voyait vraiment une très grosse vague. Là, l'ampleur de la seconde vague est bien plus énorme. On voit les mesures qui ont été prises par le gouvernement de reconfinement. Effectivement, ça a légèrement diminué la vague, mais elle est quand même encore sur une croissance tout à fait importante, quoi. Et puis, sur le nombre de décès, on s'aperçoit que les courbes se suivent. Elles sont vraiment quasiment parallèles entre les décès et les cas. Donc, si on prend sur les 3 dernières semaines, nous arrivons en France à 6 967 morts. Si on amène un total depuis le début de la pandémie en France, à 66 700 décès. Je rappelle, la grippe saisonnière, en France, c'est environ 10 000 décès. Hein. En 2019, c'était un peu plus, parce qu'on était dans un cas un peu exceptionnel, où on était à 12 000. Là, on est à 66 700. Beaucoup plus. Et on n'a pas fini. Hein. On voit bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Alors, un autre élément intéressant, intéressant à relever, en tout cas, c'est une létalité plus élevée que ce à quoi on pouvait s'attendre dans les mois précédents. Voilà, ça c'est une courbe que je trace depuis un certain temps, et on voit très nettement, vous voyez ici, un décrochage. J'en avais parlé déjà lors de la dernière émission du mois de décembre. On voit que ça suivait à peu près cette courbe de tendance là, qui nous amenait environ vers 1% de létalité, c'est-à-dire pour 100 personnes atteintes, une personne qui décède. Et là, on voit que ça a été corrigé, les chiffres ont été corrigés, et on voit que tant fin décembre que là, aujourd'hui, on est repassé sur une autre trajectoire. Là. Il y a une correction de trajectoire. Et on voit que pour l'instant, en tout cas, c'est comme si on arrivait quasiment sur un plateau. Et là, le plateau, il n'est pas du tout au même niveau. Hein. Le plateau, là, il est à 3,4, 3,7% de taux de létalité. C'est plus du tout la même histoire. Hein. Si ça devait se confirmer, ça serait vraiment... ce serait juste 3 fois plus grave, 2 à 3 fois plus mortel que ce qu'on pouvait prévoir jusqu'ici. Donc c'est quand même assez ennuyeux. Alors, quelles en sont les raisons? Là, pour le coup, je l'ignore, mais voilà ce qu'on constate en tout cas. Si on prend sur les 3 dernières semaines au niveau mondial, on est à 235 243 morts sur les 3 dernières semaines, ce qui nous amène à un total mondial de 1 898 983 décès. Nous allons bientôt atteindre les 2 millions de morts au niveau mondial pour cette pandémie. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû justement au fait que cet accroissement de la létalité, est-ce que c'est dû au fait que la prise en charge est moins bonne parce qu'il y a engorgement des systèmes de santé? On ne peut pas l'exclure, parce que si on regarde au niveau mondial, on s'aperçoit que la pandémie est devenue hors de contrôle. Là, maintenant, on peut le dire de façon très claire.
Et elle se concentre, en définitive, on voit bien où elle se concentre. États-Unis, Europe, Inde et Amérique du Sud, hein, principalement Brésil et toute la façade ouest de l'Amérique du Sud et l'Amérique latine également. Et par contre, si on peut regarder, on voit que l'Afrique est très peu touchée, et l'Asie, toute la partie Asie, sauf le Japon, quand même de nouveau notable quand même, hein, eh bien, on est quand même sur des niveaux beaucoup plus faibles. Ici, on peut dire que l'épidémie est maîtrisée. Alors, peut-être pour des raisons différentes entre la Chine et l'Afrique, hein, parce que là, on voit que... et si on regarde la courbe de la progression mondiale, on est toujours sur la première vague. Hein. Il n'y a pas de première, deuxième vague. On est toujours sur la première vague. Et qu'est-ce qu'elle fait, la courbe? Elle ne fait que de plus en plus pentue, de plus en plus raide. Ça veut dire qu'on perd complètement le contrôle sur cette pandémie. Voilà ce que ça veut dire, cette courbe. Et on perd le contrôle, mais pas partout. Pas dans toutes les zones. On le perd aux États-Unis, en France, etc., au Brésil, etc. Avec un taux de létalité qui risque d'augmenter de façon doublée à triplée. Là, vraiment, la situation, vraiment, elle devient... elle devient vraiment inquiétante. Et on voit bien que ce sont les pays néolibéraux, en définitive, qui sont les plus impactés. La courbe parle d'elle-même. Et quid du vaccin? Enfin, des vaccins, pour le coup, puisqu'il y en a plusieurs. Et ces vaccins, c'est des vaccins à ARN messager sur lesquels on n'a quand même pas beaucoup de retours, d'expérience, surtout sur le long terme. Voilà, on est un peu dans l'inconnu. Je crois que le seul qui ne soit pas justement à ARN messager, il me semble que c'est le vaccin chinois, justement. Mais bon, je n'en suis pas certain. Ce sera un vaccin plus traditionnel. Autre fait notable aussi pour notre pays, c'est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU, des 5 pays qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'a pas encore produit son propre vaccin. Vous vous rendez compte? Dans quelle décrépitude notre pays est amené par nos dirigeants depuis des années et des années. Ça, c'en est encore une illustration. Jusqu'où irons-nous dans le mur, comme ça, sans réagir, avec cet euro qui nous détruit complètement notre économie et notre industrie depuis des années et des années, cet entêtement dans la destruction de la France, dans la destruction de son industrie, de son potentiel d'intelligence. Il est vraiment temps de réagir, c'est clair. Alors, moi je vais vous dire très clairement, hein, à ce stade, la seule solution qui donnerait de la visibilité, une visibilité forte, parce qu'on voit bien que le vaccin, ils ne savent même pas s'il est efficace, s'il est immunisant, jusqu'à coup avec tous les variants, etc. La seule décision qui donnerait une visibilité forte, eh bien c'est les mesures que je vais annoncer là, et qui seraient effectivement particulièrement drastiques, mais efficaces, et qui nous permettraient, quand on serait sorti de ça, de réouvrir les restaurants, etc., de vivre normalement. Au fond, je n'ai rien inventé. Ce que je vais énoncer là, c'est la méthode chinoise, en définitive. Et c'est quoi la méthode chinoise? Fermeture totale des frontières sur une longue période. Sur une longue période. C'est-à-dire jusqu'à une période à durée indéterminée. L'idée, c'est de faire, comme vous êtes confinés, on va confiner la France, mais la France par rapport au reste du monde. Et à partir de là, on va pouvoir maîtriser ce qui se passe chez nous. Et chez nous, on n'aura plus de problème, on pourra recirculer normalement, comme ce qui se passe en Chine. On n'invente rien. Couplé à cela, évidemment, cette fermeture totale des frontières pour les personnes, il faut mettre en place des mécanismes spécifiques de circulation des marchandises. Ça ne peut pas se faire comme ça, puisque l'industrie, la consommation, etc., a besoin de marchandises. Donc c'est un plan qui devra être préparé, évidemment, qui ne peut pas se décréter du jour au lendemain, mais avec des mécanismes spécifiques pour que les marchandises, et les marchandises les plus importantes, au moins celles alimentaires, etc., puissent continuer de circuler malgré tout. Mais il y a des solutions. Si on cherche, on va trouver des solutions. Mais encore faut-il le vouloir. Couplé à ça, un confinement sévère de 1 mois pour
épurer justement, je dirais, le stock, entre guillemets, de gens qui sont atteints aujourd'hui et qui seraient malades, mais de dire, bah, on sort les gens qui sont là, bah, et qui sont malades, on ferme tout, on confine la France quelque part, et au bout d'un mois, eh bien, le virus par lui-même aura disparu du pays, puisque les gens qui auront été atteints soit seront guéris, soit seront malheureusement décédés. Et voilà. Et à partir de là, on peut commencer à revivre normalement. On peut réouvrir les restaurants, on peut réouvrir les bars, etc. Vous voyez ? Par contre, ça se couple évidemment avec une fermeture toujours totale des frontières pour les gens qui viennent de l'extérieur. Alors peut-être avec des dispositifs particuliers de tests, etc., de quarantaine. Mais voilà, ça peut s'envisager. Hein. L'Australie, ils ont fait ce genre de choses par le passé également. Et la Chine, c'est ce qu'ils font et ça fonctionne. Couplé à ça, une multiplication également des capacités hospitalières. Parce que là, sachez quand même que durant le Covid-19, on a continué de fermer des lits d'hôpitaux. Eh oui, c'est hallucinant. Alors là, je dirais que depuis, c'est ce que j'avais annoncé il y a quelque temps, on aurait pu, entre mars et au moins la rentrée, septembre, où on savait qu'on allait avoir une deuxième vague, on aurait pu, je dirais, doubler la capacité d'accueil. C'était raisonnablement, en se mobilisant, on pouvait au moins la doubler. Voilà. Donc on pourrait au moins déjà faire ça, parce que ça permet aussi donc, de donner de la souplesse, parce que c'est aussi un des moyens de donner de la souplesse, c'est aussi de pouvoir accueillir plus de gens dans le système hospitalier, puisque c'est le problème, c'est la saturation du système hospitalier. Donc, caler aussi de cette partie-là, agir aussi sur ce curseur-là, nous donne aussi une plus grande latitude. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et à partir de là, vous avez une vraie visibilité. Et vous pouvez réouvrir les choses à façon certaine. Parce que là, les restaurateurs, tous ces gens qui travaillent dans le monde du spectacle, etc., eh bien, on recule, mais on va reculer jusqu'à quand, comme ça? Là, hier, j'entendais parler de mois de septembre. Septembre. Or, avec ça, c'est peut-être drastique, mais ça serait efficace. Et ça donnerait de la visibilité. Voilà ce que pourrait faire un gouvernement. Il pourrait soumettre ça, si on avait de la 6ème République, il soumettrait ça à référendum, et sous les 15 jours, pendant qu'on préparait le plan, sous 15 jours, eh bien, on pourrait préparer ce plan d'urgence, et au moins, on aura une légitimité forte pour le faire, et on aurait une solution qui nous donnerait de la visibilité, qui nous permettrait de revivre. Voilà le style de choses qu'apporterait la 6ème République. Et même si ce n'était pas les gouvernants qui le suggéraient, ça pourrait être suggéré par RIC, référendum d'initiative citoyenne. Alors, continuons un petit peu. On cite parfois et souvent l'exemple suédois. L'exemple suédois est intéressant. Vous voyez que la forme des courbes, elle est intéressante également. Donc pareil, hein, en orange, c'est le nombre de gens qui sont atteints, et en blanc, c'est le nombre de décès. Bon, on voit que les courbes se suivent, hein, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais que, eh bien là, ça y est, ils sont aussi dans la deuxième voie avec les Suédois. Mais si on regarde l'exemple de la Suède, ils en sont à 9262 décès sur un total de 482 284 cas, qui donne une létalité brute, j'insiste sur le mot brut, de 1,9%. En France, la létalité brute est de 2,4%, et au niveau mondial, elle est à 2,2%. Donc on peut se dire que la Suède, elle est mieux que ça. Bon, alors peut-être ils ont un système de santé qui est meilleur aussi. Mais si on regarde par rapport à la Norvège, qui est le pays juste voisin, hein, la Norvège, qui est aussi un pays scandinave, on est à 0,9%. Donc on est moitié moins que la Suède. Et il faut savoir que la Suède, bon, ils disent qu'ils n'ont pas fait de consignation, mais depuis le mois de novembre, justement, hein, depuis le moment où ils ont vu que ça commençait à repartir en cacahuète là, ils ont pris des mesures aussi, alors, qui relèvent quasiment du confinement, puisque c'est l'interdiction de réunion, de toute réunion, tout type de réunion de plus de 8 personnes. Et la Suède, des pays scandinaves, donc des pays avec culture comparable, c'est le pire bilan des pays scandinaves. Donc, la réalité de la Suède, c'est ça. Mais malgré tout,
bon, après, toute chose égale par ailleurs, je dirais, ils ont une létalité brute qui est inférieure à celle de la France et inférieure à celle du monde entier. Donc c'est quand même malgré tout à noter. Voilà pour ce qui concernait le Covid-19, donc c'est quand même, je pense, intéressant à observer, puisque c'est quand même la barbarie numéro 1 qui nous touche aujourd'hui. Autre barbarie, dans le même fil, hein, je ne sais pas si vous avez vu que Jean Castex, le 21 décembre, a proposé une loi tentant de faire passer l'état d'urgence dans le droit commun. C'est-à-dire l'état d'urgence sanitaire dans le droit commun, qui n'a même pas été adopté par référendum, mais de le faire entrer dans... Même pire que ça, puisque dans ce projet de loi, il y avait une tentative, une volonté de vous interdire de circuler si vous n'étiez pas vacciné. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas vacciné, eh bien, vous étiez obligé de rester chez vous. Vous vous rendez compte? Voilà ce qui était dedans. Donc il y a eu une levée de boucliers et des réactions dont un pesticide. Bon, la vidéo que je vous invite à regarder, notamment, qui est là-haut, là. Enfin, c'était hallucinant. Et le 21 décembre, bon, on a dit que c'était la trêve des confiseurs, mais quand j'ai vu ça, ils ont essayé de profiter de ça, justement. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut faire une vidéo immédiatement. Et c'est ce qui a été fait. C'est une vidéo qui a eu beaucoup de vues, d'ailleurs, sur Internet. Et cela en a résulté malgré tout, donc je ne dis pas que c'est seul un pesticide, mais bon voilà, on a apporté notre petite pierre à l'édifice, il y a un recul provisoire, parce que c'est que reporté du gouvernement sur ce projet de loi. Donc c'est quand même une première victoire, ça montre bien que si on se mobilise, si on agit, eh bien on peut obtenir des choses. Et c'est quand même ça, c'est quand même loin d'être négligeable. Donc voilà, c'est le deuxième regard après le Covid, nos dirigeants français. Troisième regard, c'est un peu différent, mais c'est quand même important. Donc là, vous voyez, c'est mon chat. Et il y a eu un décret qui a été pris du 18 décembre, entré en application là au 1er janvier 2021, qui fait passer une amende, l'amende, pour les chats qui sont non pucés et non tatoués, une amende de 750 €. Donc pour un animal de compagnie, 750 € d'amende si vous êtes propriétaire d'un chat qui est non pucé et non tatoué. Déjà, c'est hallucinant, quoi. Déjà de quoi on se mêle, quoi. C'est soi-disant pour protéger les chats abandonnés, etc. Alors, quand même quelques rappels pour montrer 750 €, les animaux de compagnie, il y a plein de gens qui ont des animaux de compagnie, des gens qui peuvent être justement des SDF souvent, hein, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, puis ça donne un petit peu de chaleur humaine. Par exemple, une personne au RSA qui vivrait seule, qui vivant seule, elle touche 497 € et 1 centime. C'est-à-dire qu'il faut près de 2 mois pour, si on l'amende pour ça, 2 mois consacrés complètement donc sans aucune ressource, pendant 2 mois pour un animal qui n'a pas sa puce ou qui n'est pas tatoué. Et dans quel monde vit-on? Le SMIC, les gens qui travaillent au SMIC, il y a quand même beaucoup de gens qui sont au SMIC. En janvier 2021, il est à 1231 € net. C'est-à-dire que là, vous avez les 2 tiers d'une personne au SMIC qui a un animal comme ça, les 2 tiers de son salaire est supprimé pour un animal qui n'est pas tatoué, pour un chat qui n'est pas tatoué ou pas pucé. Mais on est tombé sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? On va priver des enfants, des gens de nourriture, etc., et de logement, de chauffage, pour un chat qui n'est pas tatoué ou qui n'est pas pucé. Mais où vit-on? Ça, c'est une barbarie. Ça peut paraître
désuet, mais non, c'est vraiment une barbarie. Alors, une autre. La trahison de la nation française et de la volonté du peuple français. Pareil, au 1er janvier, il y a eu la création de la communauté européenne d'Alsace. C'est une trahison de la nation française parce que c'est encore un chemin vers le démantèlement de notre nation. Parce que c'est non constitutionnel. La France est une et indivisible. Et là, c'est une collectivité européenne. C'est ce qu'il a négocié l'autre fois, Macron, avec la chancelière pour essayer de créer une région franco-allemande. Donc ça, c'est le pas pour aller vers cette région franco-allemande. C'est pas constitutionnel. C'est-à-dire quand on n'a plus un peuple qui n'a plus de constitution, on n'est plus en démocratie. C'est-à-dire qu'on bafoue la constitution, on l'a déjà bafoué plusieurs fois. Un peuple qui bafoue la constitution, un gouvernement qui bafoue la constitution, ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. C'est-à-dire que les règles ne s'appliquent plus, les règles du jeu ne s'appliquent plus. C'est-à-dire qu'on est avec des tricheurs et des coquins. Et preuve de ça, donc ça c'est le logo, donc, et là vous voyez l'adresse internet de ce truc là, c'est www.alsace.eu. C'est pas .fr, c'est-à-dire c'est une communauté française qui est en .eu. C'est pas une institution, c'est plus une institution française, cette collectivité européenne. En voilà une illustration. Et si on poursuit, mais en plus, ce qui renforce cette trahison de la nation française et du peuple français, c'est qu'il y a eu quand même le référendum le 7 avril 2013, où il y a eu un rejet aussi de la fusion des deux départements. Ça montre bien, et il y a donc, où il y a eu, je crois c'est 57%, où les gens se sont exprimés, et on a fait justement, et c'est vraiment le pont que j'appelle le mévo entre la droite et la gauche, une nouvelle fois, c'était un autre exemple, comme en 2005, où si on fait le pont entre les gens de droite et les gens de gauche, au-dessus de ce centre droit et centre gauche représenté par Macron, eh bien on gagne. Et là, de nouveau, comme en 2005, on a gagné. Mais après, ils s'assoivent sur la décision du peuple. C'est bien pour ça qu'il faut renforcer et agir au niveau constitutionnel pour que cela cesse et qu'on revienne et qu'on rentre, même si c'est possible, puisque est-ce qu'on a été vraiment toujours en démocratie, mais au moins qu'on renforce et qu'on réoriente réellement la démocratie. Et cette communauté a des compétences particulières. Coopération transfrontalière. C'est-à-dire, on sort du cadre national. Bilinguisme. C'est-à-dire qu'on va parler l'allemand. Parce que je ne pense pas que ça va être les Allemands qui vont se mettre à parler français. Transport et organismes professionnels. Voilà des compétences qui sont dévolues à cette collectivité européenne. On parle aussi de législation, je ne sais pas quoi. C'est très grave. Ce qui s'est passé là, on a très peu entendu parler, c'est très grave. C'est le démantèlement du pays qui continue. Voilà un autre exemple de ce qui s'est passé durant ces 3 dernières semaines. Allez, encore une autre. Le Conseil d'État. Vous savez, tous ces gens dont on ne connaît même pas le nom, qui ne sont pas élus, et qui prennent plein de décisions. Alors parfois c'est une décision qui peut être intéressante, et là, en l'occurrence, c'est vraiment une décision scélérate, de nouveau, mais par des gens qui ne sont pas élus. Le Conseil d'État, on ne sait même pas qui c'est. Vous connaissez une seule, mais serait-ce qu'une seule personne du Conseil d'État? Pas du tout. On ne connaît personne là-dedans. Des mecs qui prennent leurs décisions comme ça. Alors c'est des mecs, d'une façon de parler. Hein. Ceux qui connaissent le Conseil d'État me comprendront. Où ils ont pris la décision que l'élargissement du fichier des renseignements, donc décision du 4 janvier 2021, eh bien, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police et la gendarmerie, c'est très grave ça, c'est extrêmement grave. Voilà, le logo l'illustre très bien de cette illustration. C'est Marianne qui est complètement prise ceinturée à la gorge par la police. Et pourquoi? L'exemple, c'est ça, c'est le fichage
en fonction des opinions, par la police et la gendarmerie, c'est-à-dire même pas par des services, je dirais, de sécurité intérieure, des choses comme ça. Non, non, la police et la gendarmerie, c'est-à-dire vraiment n'importe quel fonctionnaire de police et de gendarmerie. C'était quelque chose qui avait été rejeté, malgré que c'était Sarkozy qui était président, ça avait quand même été rejeté à l'époque de Sarkozy. Et là, ça a été introduit et validé par le Conseil d'État. Donc fichage sur les opinions politiques, l'appartenance syndicale, ne serait-ce que l'appartenance syndicale, ou même les données de santé. Vous vous rendez compte? Fiché par la police, c'est-à-dire qu'on sort de l'état de droit. C'est-à-dire que c'est plus du ressort de juridiction particulière, peut-être des sections spécialisées dans le terrorisme ou des choses comme ça, vous voyez. Non, là c'est toute la police, toute la gendarmerie qui a accès à ce genre de fichier. C'est une atteinte, et donc on n'est plus du tout dans le cadre judiciaire, on est dans le cadre policier. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cadre d'un état policier. C'est la mise en place réellement d'un état policier. C'est vraiment ça que ça veut dire, tout simplement. Encore un autre exemple, une autre barbarie. Voilà, mais une manifestation parce qu'il y a eu un professeur d'histoire-géographie, de nouveau, au collège à Lyon, collège des Bâtières, qui a été pris à partie par un parent d'élève, après un cours qui traitait de la laïcité, comme Samuel Paty. Eh bien, ce professeur doit quitter l'établissement. C'est le monde à l'envers. C'est la République qui se met à genoux parce qu'il a été pris à partie par une certaine catégorie de fascistes. De fascistes, parce que si on doit se fuir, ça veut dire qu'on est terrorisé, ça veut dire qu'il y a des fascistes qui, et leurs suppôts, quelque part, hein, j'ai parlé souvent des islamo-gauchistes, qui sont complices de ça. C'est à cause de cette pression-là que ce professeur a été obligé de quitter son établissement. Pareil, dans quel monde vit-on? Ses collègues, et c'est la manifestation, là, ses collègues ont débrayé lundi 4 février, parce que le rectorat, évidemment, ils s'en lavent les mains, etc. Vraiment, c'est la déliquescence totale, quoi. C'est le monde à l'envers. Tout est à l'envers. Il faut tout remettre à l'endroit, il faut vraiment changer le système. Et urgemment, comme j'ai dit, nous avons 6 mois pour le faire, 6 mois pour mettre les choses en ordre, pour qu'un candidat présenté pour la 6e République puisse se présenter. Il faut avoir les forces suffisantes, et malgré que nos forces ont beaucoup progressé, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut vous investir, parce que sinon, c'est foutu, hein, ça sera la République islamique d'Iran, de France, ou, et j'en parlerai, je ferai une vidéo là-dessus, je pense que le prochain lieu de la bataille djihadiste, c'est ici. Mais je y reviendrai. Donc il est temps de se réveiller. Grand temps. Et on peut agir. Ce qu'il faut vraiment vous mettre dans la tête, c'est qu'on peut agir. Mais il faut le vouloir. C'est clair. Il faut avoir une direction claire et savoir où on veut aller et donner un espoir aussi. Donner une vraie perspective. Par le retour en arrière, le retour vers le passé, ça n'existe pas. Ça. Il faut une perspective d'avenir. C'est ça que propose une perspective la 6e République. De l'optimisme. Alors, encore quelques autres, en bref, là, quelques autres nouvelles de ces 3 dernières semaines. Il y a eu un jeune musulman de 20 ans qui a été frappé par 5 personnes à Belfort, parce qu'il avait fêté Noël. Voilà. Les premières victimes de l'islam, ce sont les musulmans. Hein. Et là, c'en est une illustration. Et dans les pays islamisés, eh bien c'est là où il y a le plus de terreur et de morts, etc., et de conséquences de cette idéologie totalitaire. Alors, autre sujet important, hausse de la facture d'électricité en 2021, pour 2 raisons essentielles. Le poids des énergies renouvelables, qu'on nous vend, qu'on nous rebat à longueur d'année comme étant la solution, etc. Mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas à l'échelle. Ça s'explique en 5 minutes. Vous faites une règle, rien que sur la croissance de la population mondiale, vous voyez que les énergies renouvelables, ça ne peut pas marcher. Ça se fait en 5 minutes.
En 5 minutes, c'est démontré que ça ne peut pas marcher. Mais ça continue, on continue, parce que ça fait vendre des trucs, voilà, puis ça fait plaisir à Jadot et aux autres, et ça permet surtout de ne rien changer, puisque du coup, on continue à faire croître les émissions de gaz à effet de serre. Donc, du coup, on vend une fausse solution, c'est ce qui est plus extraordinaire. Voilà. C'est un peu dans mon métier, ce qu'il y avait dans le métier de la prestation informatique. Les sociétés de services en informatique, quand ils faisaient un logiciel ou une prestation, ce qu'il faut, l'objectif, c'est de vendre le logiciel de la plus mauvaise qualité possible, mais acceptable par le client. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir le plus longtemps de vente de prestations de services. On est un peu dans la même optique avec les énergies renouvelables. Vendre des fausses solutions, quoi. Des solutions qui ne marchent pas, ça va vous permettre d'en vendre plein, puis à la fin, on s'aperçoit que ça ne marche pas, et puis donc, du coup, il faut encore revendre encore autre chose. Vous voyez. Voilà, tout ça, c'est une imposture totale. Totale. Et puis, deuxième facteur très important de la facture d'électricité en 2021, Bruxelles, l'Union européenne néolibérale, qui trouve que le marché de l'électricité en France n'est pas assez libéralisé, que EDF, alors qu'ils appellent Enedis, maintenant ils essayent de tout casser, les fleurons de l'industrie française, encore sous pression de l'Europe et du néolibéralisme, eh bien, ils trouvent que c'est pas assez libéralisé, et c'est sous cet effet-là également qu'il y a une augmentation de la facture d'électricité, avec toute la précarité énergétique que ça veut dire derrière pour les gens quand il fait froid quand même. C'est ça que ça veut dire aussi. Il y a des gens derrière qui ont froid, c'est ça que ça veut dire. On en parlera d'ailleurs, il y a un exemple sur l'Allemagne, j'en parlerai une autre fois, qui est particulièrement intéressante là-dessus, sur la précarité énergétique. Alors là, je vous invite, là c'est un peu écrit en petit, mais vous aurez le lien sur le site impécissr.org. J'aime la langue française, mais... Donc c'est un article de Floréal, qui est un communiste, hein, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire c'est tout le démantèlement également de la langue française et de la culture française, avec j'aime la langue française, mais... Et en fait, j'aime la langue française, mais je la bousille juste derrière, quoi. Mais heureusement, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience dans le peuple, parce que un des exemples qu'il prend, c'est sur les prénoms des enfants. Et les prénoms des enfants, et des petits-enfants, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, avant, on avait justement des Jordan. On a Jordan Bardet, là, par exemple, des Kenyan, etc. Mais aujourd'hui, on a plus des Timéo, des noms comme ça, des noms plus latins. On revient vers des noms plus proches de notre culture, ou l'Élio, par exemple, qui est aussi un nom. L'Élio, c'est un opéra de Berlioz, hein. Donc un compositeur français. Donc voilà, des noms de la tradition française. Je pense que le peuple a pris conscience qu'il fallait sortir de ces noms anglo-saxons parce qu'on est en pleine colonisation. Et donc je vous invite à lire cet article, il est vraiment très intéressant sur des gens qui sont prêts à vendre tout ce qu'ils sont pour de l'argent, quoi, au fond. Et un autre constat, encore sur un autre sujet, de Laurent Lemasson de l'Institut pour la justice, qui dit « On assiste à une dépravation morale des délinquants ». C'est-à-dire que les délinquants, ce qui veut dire, c'est que les délinquants, c'est des délinquants, mais ils avaient une certaine moralité malgré tout. C'est des êtres humains quand même, malgré tout. Et du coup, ce qui explique, c'est que ces délinquants ont toutes les inhibitions morales, en fait, elles tombent les unes après les autres, et donc ils commettent des actes, des violences, etc., mais sans aucune culpabilité. Et ça, c'est vraiment un signe de barbarie. Parce que ces gens-là, quand ils vont se répartir, quand ils vont faire des gangs qui vont venir, et qu'il y aura si la guerre civile éclate, qui vont venir chez vous, vous zigouiller, parce qu'ils le font déjà, hein, ça existe déjà, hein, on débarque chez les gens, et on va les spolier complètement. Ça existe, même les gens en étant là. Hein. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, les barrières morales tombent les unes après les autres, et ça, c'est vraiment un signe de barbarie.
et surtout dans celle si on basculait de plus en plus dedans, comme je le crains, si nous ne réagissons pas maintenant, eh bien, ça, c'est un indicateur. Enfin, c'est un indicateur, voilà, c'en est un signe grave. Alors, on ne sommes pas tout à fait au terme, mais je crois que c'est le dernier, si ça veut bien passer, voilà. Donc, je voulais signaler également l'émission de Frédéric Tadei, Interdit d'interdire, qu'il a consacré, donc j'ai mis sur l'adresse internet là-haut, 2020, la pire année, où est-ce qu'il avait invité un certain nombre de personnes pour discuter de 2020, qui a été quand même une année calamiteuse, catastrophique, la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale au niveau mondial, pas qu'en France. Et je vous invite à regarder cette émission. Elle est assez intéressante parce que ce qu'on constate aussi dans cette émission, c'est un certain aveuglement et une certaine manque de lucidité de plein de penseurs, justement, qui sont complètement perdus, en définitive. Les gens qui ont une vision claire de ce qui se passe aujourd'hui et de comment faire pour en sortir, il y a une perspective de la 6e République, votre serviteur, moi, en premier lieu, Luc Laforêt. Il n'y a pas que moi, évidemment. Et Frédéric Tadei, justement, c'est quand même le journaliste, c'est quand même celui qui anime le débat, c'est pas celui qui est censé apporter les réponses, malgré tout. Bien, dans cette émission, c'était assez clair, justement, que c'était le seul à voir clair, justement, sur la situation et sur ce qui s'était passé en 2020. Qui était en mesure, qui prenait justement la mesure. Les autres, ils niaient, oh non, tout va bien, vous voyez, tout pas, oh non, c'est pas si terrible que ça. Enfin, truc de fou quand même, les gens, on a été confinés, tout ça pendant des années, les restaurateurs sont en train de s'effondrer, enfin, ils étaient tous, il n'y a que lui qui prenait vraiment la mesure, donc elle est vraiment intéressante cette émission, à plus d'un titre, et ce qu'il disait était vraiment intéressant aussi. Et en plus de ce qui va se passer, pas simplement de ce qui s'est passé en 2020, mais ce qui nous pend au nez pour l'avenir. Bon, j'en ai parlé dans des émissions précédentes, je vous y renvoie. Voilà donc pour tous ces regards sur ces 3 semaines. J'aurais pu encore mettre d'autres choses, comme quoi, oui, ça ne s'arrête pas, ça s'accélère, on est vraiment dans un mouvement d'accélération. Les chroniques des barbaries, on va peut-être nous lever un peu le pied parce qu'on va essayer de faire des vidéos plus courtes sur des sujets avec moins de détails parfois. Donc on va essayer de produire d'autres genres de vidéos. Donc les chroniques des barbaries seront peut-être pas tous les vendredis comme c'était le cas jusqu'ici. Nous verrons, ça sera plus de façon peut-être plus ponctuelle. Voilà, c'est ce que nous prévoyons de faire pour justement qu'il y ait de plus en plus de gens qui connaissent l'initiative, une perspective, la 6e République, et s'y engagent. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment s'y consacrer. Avant de finir, nous allons rendre hommage à des victimes des barbaries. Entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, 5 jeunes soldats français ont été tués au Mali. Morts pour la France. Pour ses valeurs, dans le cadre de l'opération Barkhane, faisant suite à la déstabilisation de pays du Maghreb. La barbarie appelle plus encore de barbarie. C'est un cercle vicieux, c'est ce que ça veut dire. Et je vous renvoie aux références de nos dirigeants antérieurs, de pourquoi on est dans cette situation, dans cette région du monde. Et ça fait écho d'ailleurs à ce que disait Charles Péguy, à la citation de Charles Péguy, donc, que je citais tout à l'heure. Réagissez, bon sang, réagissez. Réagissez, ce peuple de France. Réagissez. Samedi 2 janvier, RER A, à Paris. Une jeune femme de 19 ans a été traînée au sol et rouée de coups par 7 garçons et une fille, âgés
entre 15 et 18 ans. Ils ont été arrêtés par la police. Les auteurs sont très connus des services de police. Voilà, nous arrivons au terme de cette chronique. Je vais vous citer une citation de moi-même, pour le coup. Là, c'est moi qui ai fait cette maxime. Avez-vous le temps d'espérer au miracle? Alors, vous attendrez longtemps. Car les miracles sont comme les mirages. Ils n'existent pas. Passez à l'initiative. Inscrivez-vous sur le site www.impcr.org. Commandez, lisez, diffusez autour de vous le manifeste émergence et les mini-cartes pour faire connaître l'initiative Une perspective, la 6ème République. Notre avenir en dépend. Et celle de nos enfants et de nos petits-enfants surtout. Faites-le pour eux. Je vous souhaite une bonne soirée. De nouveau, je vous renouvelle mes vœux pour 2021. Voilà, on verra bien. Et puis je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel mercredi de émission Mercredi de l'espoir et d'autres émissions, d'autres formats vidéo plus courts certainement dès la semaine prochaine. Allez, au revoir.